Bonsoir, bienvenue dans cette édition de ce jeudi 28 mai. Voici les titres. Emmanuel Casarero, nouveau président du musée du Quai Branly, nommé ce mercredi en Conseil des ministres. Il est le premier Kanak à diriger un grand musée métropolitain. L'ancien directeur du centre culturel Djibaou sera notre invité en direct de Paris. L'association Valentin Aoui en danger, seule organisation à accompagner les personnes malvoyantes et aveugles. Elle voit ses subventions baisser, un coup dur pour la structure qui doit désormais fonctionner avec 5 millions. Nous avons posé notre caméra dans leurs locaux, reportage dans ce journal. Déjà menacé de fermeture avant la crise sanitaire, le fort Terimba est au plus mal. Son budget de fonctionnement s'effondre et plusieurs événements ont été annulés. Le personnel tente le tout pour maintenir la structure. Ils vont jusqu'à accepter une perte de salaire de 20%. Reportage à la fin de ce journal. Et on ouvre cette édition avec cette information. Un nouveau cas de Covid-19 détecté au pays. Il s'agit d'une personne en confinement dans un hôtel à Nouméa. Selon Thierry Santa, président du gouvernement, la personne en question aurait été affectée il y a plus d'un mois et ne serait plus contagieuse aujourd'hui. Le malade a été transféré au CHT et ne pourra sortir que lorsqu'il sera totalement soigné, indique le président du gouvernement aujourd'hui en conférence de presse. Il a d'ailleurs annoncé d'autres mesures. Le point avec Falaï Ouedraogo. Bonsoir, Falaï. Bonsoir Aurélie. Alors ce que l'on peut retenir du discours du président Thierry Santa, ce sont 4 points. Tout d'abord, comme tu viens de le dire, l'annonce d'un cas positif d'une personne en confinement qui ne s'avère plus contagieuse, toujours selon le président du gouvernement. Ce qui l'a amené à poursuivre avec le deuxième point, la réflexion de mesures pour améliorer la détection du virus. Alors ils appellent ça des prérequis au cas où un virus venait à entrer au pays. Alors parmi ces nombreux prérequis, il y a l'aide du réseau communautaire avec la désignation d'un référent par Covid par communauté. L'installation de points relais de diagnostic dans chaque centre médico-social ou encore implanter en province nord un second centre d'analyse. Et puis en ce qui concerne les cas contacts, déterminer des lieux d'accueil avec les communes et les autorités coutumières. Troisième point évoqué, c'est la poursuite des vols avec la France et l'Australie. Et puis l'éventuel assouplissement du protocole de rapatriement avec Wallis et Futuna qui est pour l'instant épargné par le virus. Alors les rapatriements se poursuivent, comme je disais, toujours par priorité. Une question se pose sur les travailleurs appelés par les entreprises. Elles pourraient payer le logement de ces rapatriés. Alors aujourd'hui, le coût total du dispositif Arcalin, le logement, la nourriture ou encore la désinfection a coûté à la Nouvelle-Calédonie 2,4 milliards. Et enfin, un plan de soutien, il a évoqué un plan de soutien aux entreprises durablement impactées. Donc tous ces sujets seront abordés la semaine prochaine lors de la réunion en collégialité. Falaï Ouedraogo, merci d'avoir apporté ces précisions. Autre actualité en bref, journée ville morte à Kouawa contre les incivilités à répétition à l'encontre de la SLN. Une décision prise en réaction au dernier incendie qui a détruit plus de 200 mètres de serpentine. Aujourd'hui, sur l'initiative des coutumiers, la population était interpellée sur le maintien ou non de la SLN sur la commune. Du côté de l'exploitant, la SLN annonce qu'aucune activité ne pourra continuer si la sécurité des salariés et du matériel n'est pas assurée. Une enquête sur les circonstances du dernier incendie est toujours en cours. Nickel, toujours la demande de la province Nord rejetée par le tribunal administratif aujourd'hui. Paul Néautine, son président, demandait l'annulation de l'arrêté du gouvernement autorisant la SLN à exporter du minerai à Basse-Teneur en Chine. Le tribunal a suivi l'avis du rapporteur public qui avait demandé le rejet du recours.
Je vous le disais en titre, Emmanuel Casarerou est le nouveau président du musée du Quai Branly. Il a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres. L'ancien directeur du centre culturel Tjibaou, Emmanuel Casarerou, est le premier Kanak à diriger un grand musée métropolitain. Alors qui est Emmanuel Casarerou et quel est son parcours? Reportage avec Natacha Ougui. Né en 1960 d'un père kanak, Hippolyte, qui exerçait le métier de tailleur, et d'une mère métropolitaine, Jacqueline de la Fontinelle, spécialiste du hadje, Emmanuel est l'aîné de 3 enfants. Il grandit dans la cité de Moravel, à Nouméa. Passionné depuis petit de préhistoire et d'archéologie, Emmanuel participe à de nombreux chantiers de fouilles, notamment aux côtés de José Garanger, un archéologue océaniste. Diplômé en langue et civilisation océanienne, il devient à son tour archéologue et historien de l'art. C'est en pleine période des événements au pays qu'Emmanuel prend la direction du musée de la Nouvelle-Calédonie. Il est alors âgé de 25 ans. Il y reste pendant une dizaine d'années. En 1998, l'homme de Wailou participe au grand projet du centre culturel Tjibaou, où il exerce tout d'abord la fonction de directeur de la culture, puis directeur général. 17 ans après, Emmanuel Casarerou s'envole pour l'Hexagone pour de nouvelles fonctions. Il est chargé de mission pour l'outre-mer. Depuis 2014, il devient directeur adjoint du département du patrimoine et des collections au musée du Quai Branly Jacques Chirac. De 2013 à 2014, le conservateur organise avec Roger Boulet, son ami ethnologue, l'exposition Kanak, l'art est une parole, qui regroupe plus de 300 objets kanak dispersés dans le monde. L'exposition sera ensuite présentée au centre culturel Tjibaou. Le 27 mai, à 60 ans, Emmanuel Casarerou prend les rênes du grand musée du Quai Branly Jacques Chirac, une première pour un ultramarin. Emmanuel Casarerou est avec nous ce soir. Il est en direct de Paris. Bonsoir, monsieur Casarerou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Vous êtes, nous l'avons dit, le premier Kanak à occuper cette fonction. Alors, comment on se sent après une telle expérience? On se sent fier, on se sent honoré d'une telle confiance. On pense aussi à tous ceux qui nous ont précédés, qui ont ouvert la voie. Je pense à Jacques Yekaoué, je pense à des gens qui ont montré qu'il était possible pour des gens du pays d'accéder à de hautes fonctions. Alors hier, nous avons eu votre maman qui se dit fière. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me touche énormément, parce que c'est une maman. Donc c'est aussi toutes les paroles d'une maman qui touchent forcément son fils quand il l'entend. Alors, un article de France Culture titre un de ces articles, alors je le cite, Emmanuel Casarerou, ambassadeur du futur des musées. Alors pour rappel, vous avez permis d'inventorier tous les objets kanak présents dans les musées européens. Alors comment vous voyez cette question de la restitution des pièces de musée? Oui, c'est une question à laquelle je suis très sensible, puisque nous-mêmes, nous avions eu à l'affronter en Nouvelle-Calédonie par rapport à cette question de savoir qu'il y a beaucoup de pièces du patrimoine qui sont à l'extérieur. Et l'idée que toutes ces pièces puissent rentrer, c'est une idée qui n'est pas tenable, parce qu'aucun pays, en fait, n'a tout son patrimoine chez lui, et c'est heureux. Je pense que les objets aussi ont vocation à être les ambassadeurs des cultures. Alors, bien sûr, il faut regarder aussi quelles sont les conditions dans lesquelles ces objets sont partis, et c'est là où il peut y avoir effectivement des restitutions. Alors quand on parle de futur des musées, c'est une autre façon de voir cette restitution? Oui, c'est une manière de penser le patrimoine qui est conservé par chaque musée, non pas comme un patrimoine singulier à chaque pays ou à chaque musée, mais comme un patrimoine de l'humanité. Donc c'est les musées qui, en réseau, permettent la circulation de ces œuvres et permettent leur préservation. Car le patrimoine a un coût, et ce coût doit être assumé par chaque pays qui en détient une parcelle pour le bénéfice de l'ensemble. Alors le monde de la culture, on le sait, traverse une phase difficile, sans parler des coupes budgétaires. Alors comment vous voyez l'avenir, surtout aujourd'hui, à un poste aussi important? Bien oui, la crise du Covid effectivement crée une cessation d'activité, bouleverser profondément les programmations. Donc c'est tout un travail qui est à faire pour remettre tout ça en route.
nos musées sont un peu comme des belles au bois dormant qui dorment et qu'il va falloir réveiller doucement et faire revenir à nouveau le public pour la contemplation de ces œuvres. Être nommé à ce poste dans cette période difficile, est-ce que c'est rassurant pour vous? Enfin, comment vous voyez l'avenir? Je pense que c'est important pour un musée de toujours avoir une tête. Et quand il y a un passage, une vacance entre deux, c'est toujours problématique. Donc c'était important, je pense, pour ce musée, que ce soit moi ou un autre, qui ait quelqu'un à la tête pour lui donner une direction, lui insuffler un souffle et permettre à ses agents et à son public de se ressourcer dans ce musée. Alors justement, une exposition est en préparation au musée Quai Branly sur la Nouvelle-Calédonie. Alors de quoi il va s'agir? C'est une exposition qui s'appelle Carnet Kanak. Ce sont des carnets de dessin qui ont été réalisés par mon vieux complice, que tout le monde connaît bien en Calédonie, Roger Boulet. Ce sont des objets qui ont été dessinés par lui lors des différentes visites que l'on a fait dans une centaine de musées dans le monde et qui racontent l'histoire de ces objets. Donc c'est une manière de parler du patrimoine kanak dispersé, ce travail que nous avons réalisé pendant 3 ans et qui est maintenant disponible au musée de Nouvelle-Calédonie, et en même temps pour le public métropolitain qui le verra, d'apprendre aussi un peu plus sur la culture matérielle kanak et de voir combien le dessin est important aussi dans la connaissance de ces objets. On peut les voir, on peut les apprécier, on peut les photographier, mais quand on les dessine, on approche à quelque chose qui est comme le geste qui l'a créé, comme l'intention qu'il a créée. Je pense que c'est ça qu'on essaie de montrer. Alors Emmanuel Casarero, vous venez d'être nommé à ce poste. Alors quelle sera votre première décision en tant que président? Il est trop tôt pour le savoir. En fait, pour l'instant, je suis en train surtout de prendre mes marques, de voir un peu où me situer. Je pense que la première chose à faire, c'est d'aller à la rencontre des différents musées qui sont nos partenaires, à la fois en France, mais aussi à l'étranger. En Afrique, en particulièrement, on a beaucoup de questions autour de la légitimité que des collections africaines soient en France. Je pense qu'il nous faut dialoguer avec nos différents partenaires et trouver des voies, des moyens, des solutions, des tentatives, des expérimentations pour faire en sorte que ce patrimoine soit connu, soit étudié et soit partagé le mieux possible avec l'ensemble des habitants de cette planète. Emmanuel Casarero, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous et bonjour au pays. Transport aérien maintenant, une information concernant le blocage des avions de la compagnie Air Calédonie à Lifou. Dans un communiqué, les coutumiers reviennent sur les raisons du blocage, invoquant le non-respect d'un protocole d'accord pour la direction de la compagnie. Le blocage est maintenu tant que la hausse du prix des billets ne sera pas supprimée. Une rencontre avec la population est prévue le mardi 2 juin à la province des Îles. On poursuit maintenant avec les municipales. À Lifou, toujours, Robert Rouillet a été réélu à l'unanimité. Son conseil municipal largement renouvelé voit l'entrée de 16 nouveaux membres comme René Kaoudjé pour le Parti travailliste ou Jean-François Lallier pour la liste sans étiquette. 7 adjoints ont également été désignés sur la liste majoritaire Nedjeou. On écoute Robert Rouillet, maire de Lifou. C'est vrai que je mesure toujours à chaque prise de fonction la tâche qui est devant nous. Et aujourd'hui, nous devons ensemble comment faire ensemble pour travailler. Donc c'est ça qui est essentiel. Maintenant, on a 16 nouveaux conseillers qui fait son opération ou plus. Donc c'est important aujourd'hui de faire les choses, mais surtout comme je l'ai dit au soir de l'élection, c'est important aussi de savoir écouter la voix d'autres minorités. Je pense que c'est important de tenir compte aussi dans la gestion. On va tenter de le faire comme on l'a toujours fait. Et à Ponéréo, c'est Pierre Chanel Tutugoro, qui est maire sortant, qui est reconduit dans ses fonctions. Le secrétaire général de l'Union calédonienne, élu par 15 voix sur 19, dont 4 votes blancs. Le 15 mars dernier, Pierre Chanel Tutugoro avait en face de lui Athanase Naoutchoué de l'UNI. Et enfin, Bélep, dernière commune à devoir mettre en place son conseil municipal. L'élection du maire se passe en ce moment même où je vous parle. Et Jean-Baptiste Moilou, maire sortant, devrait être réélu.
Et dans un tout autre registre, l'association Valentin Aoui, la seule à accompagner les personnes malvoyantes et aveugles, est en danger. Les subventions qui lui sont allouées ont fortement baissé. De 15 millions de budget, il se retrouve aujourd'hui à devoir faire avec 5 millions. C'est un coup dur pour la structure qui devra certainement limiter ses missions. Malgré cet avenir morose, notre journaliste Audrey Pouedi a rencontré une équipe joyeuse. Reportage. Quand ils vont recevoir ton dossier, ils vont te demander de venir à la CRHD pour un rendez-vous, soit pour discuter avec toi. Et du coup, ils demandent si tu as besoin, si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne. Est-ce que tu veux que ce soit quelqu'un de la famille ou tu veux que ce soit quelqu'un de la VH? La VH. Tu veux que je t'accompagne? Oui. Paul réside à Iaï. Il profite d'être à Nouméa pour effectuer ses démarches administratives avec Virginie, la coordinatrice de l'association. Une aide précieuse lorsque l'on est aveugle. C'est la sœur qui fait tout le temps, mais comme elle travaille aussi, des fois elle ne peut pas. Ça fait que moi je suis obligé. Et voilà, c'est bon ici à la VH, ils sont toujours à disposition, c'est toujours libre. À s'occuper des adhérents. L'inclusion des personnes malvoyantes et aveugles dans la société, c'est l'objectif principal de l'AVH. Pour y parvenir, elle propose 3 types de services au public. Un service d'accompagnement social, des activités de toutes sortes et enfin, un volet de réadaptation pour les techniques de la vie quotidienne, comme cet atelier cuisine. Ça a pour but de les accompagner en logement quand ils rentrent au logement, donc pour leur apprendre à faire la cuisine, pour éviter qu'ils aillent chercher des plats préparés. Et en plus, ils sont dans une démarche de mieux manger, donc on fait des plats qui sont équilibrés et diététiques. Akiléo est adhérent à l'association depuis 2017. L'AVH est primordial pour lui, qui est malvoyant depuis des années. Je me dis souvent ça, grâce à l'AVH, avec les activités qu'ils me proposent, ça me permet d'avancer. Si l'AVH est reconnue comme organisme d'utilité publique, cela fait plusieurs années qu'elle voit ses subventions être diminuées. Nous avions des subventions au départ de 23 millions qui sont passées à 18 millions, qui sont passées à 15 millions et maintenant à 5 millions. Une somme insuffisante. Le loyer de la structure représente à lui seul la moitié du budget. Dernier volet ce soir de notre feuilleton consacré au secteur culturel. Déjà menacé de fermeture avant la crise sanitaire, le Covid-19 plonge le Fort Terimba sous l'eau. Son budget de fonctionnement s'effondre, moins 50% de la province sud et moins 18% du gouvernement. Les finances sont au plus mal. Chaque année, le site accueille 6000 visiteurs. Aujourd'hui, plusieurs événements ont été annulés. Le personnel garde espoir et tente le tout pour le tout et va jusqu'à accepter une perte de salaire de 20%. Un reportage signé Vanessa Kédé. Départ depuis le fort là, et il va falloir que l'équipe fasse un parcours avec donc 3 niveaux. Depuis ce matin, Manu, directeur du Fort Terimba, échange avec ses collègues sur les nouveaux jeux qu'ils envisagent mettre en place d'ici le mois de juillet. Même si plusieurs événements comme le festival Son et Lumière et les classes patrimoine sont annulés à cause du Covid-19, l'association compte bien maintenir l'activité au sein du fort. En effet, sur les 6000 visiteurs qu'accueille le site chaque année, 50% sont des locaux. On s'attend forcément à une baisse même au sein des locaux, sauf à proposer donc de nouvelles animations plus ludiques, plus familiales, aussi bien dans l'enceinte du fort qu'à l'extérieur, puisqu'on dispose d'un site magnifique avec des vestiges qui s'étendent sur 11 hectares. L'équipe a déjà retenu au moins 3 jeux s'adressant à tout public. En plus de cela, des démarches administratives ont été engagées auprès des collectivités principales, c'est-à-dire la province sud et le gouvernement concernant le budget de fonctionnement. On a fait nos demandes de soutien, que ce soit le fonds de solidarité de l'État, que ce soit l'autorisation de décaler les paiements des prestations avec la CAFAT. Bon, toutes ces mesures cumulées, on espère qu'elles vont pouvoir donc solutionner le problème. L'association Marguerite, en charge du site, compte 6 employés, dont 2 agents d'entretien, 3 hôtesses d'accueil et un directeur. Dès sa réouverture après le confinement, une réunion s'est tenue entre eux et des concessions ont dû être faites. Ont tous accepté de réduire leur
heures de travail pour que ça se traduise par une baisse de salaire, et donc une baisse de 20%, hein, c'est pas négligeable. Donc chacun, voilà, pour au moins une période de 4, 5, 6 mois, le temps que la situation redevienne normale, si possible. Même si l'association a annulé les événements initialement prévus, le Fort Terimba reste disponible à la location. Ainsi, le festival Black Woodstock est quant à lui maintenu, mais avec une programmation 100% locale. À suivre dans votre émission BDLB Feuilleton, Océane Zobler sera accompagnée de plusieurs acteurs du monde culturel. Avec eux, elle abordera les problématiques et les solutions possibles pour maintenir une activité dans le secteur. Voici qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur Calédonia.